Bonjour à tous et bienvenue dans les news de la tech. Ah oui, ça faisait longtemps. Presque un mois. Et oui, le rythme mensuel est pas mal je trouve, il y a plus de matière. Premier sujet, on part sur une moto volante. Ah. Oh. Mais c'est un extrait de Star Wars, je reconnais. Non, c'est sans trucage, regarde comme le flux frappe le sol. Il n'y a pas de sustentation par plasma ionique ou de pouvoir magique, c'est bien un flux intense, venant certainement d'un petit réacteur. Ça fait même voler les cailloux. Ça doit faire un raffut d'enfer. Oui, ils ont mis une jolie musique dans la vidéo, mais en réalité ça doit casser les oreilles. En bref, ça s'appelle le Volonaut Airbike et leur site web ne contient que ces belles vidéos et un lien pour envoyer un email à la société. J'aimerais bien en acheter un, tu crois que je saurais le piloter? C'est assisté par ordinateur, ça doit être faisable, mais c'est un petit peu tôt pour le savoir. Alors, sujet suivant, les joujoux du mois. Voici un petit focus sur les sorties de smartphones de ce mois d'avril et j'ai mis également ceux de mars, si vous les aviez ratés. On notera en particulier la sortie de deux flagships, qui sont les Oppo Find X8 Ultra et le Vivo X200 Ultra, qui tentent de reprendre la couronne du meilleur photophone à Xiaomi avec son 15 Ultra sorti en mars. Mais aussi l'excellent CMF Phone 2 Pro, qui a un rapport qualité-design-prix génial, comme le CMF Phone 1. Et alors, ça donne quoi le nouveau CMF par rapport à l'ancien? Il est un peu mieux pour un peu plus cher. Un sujet moins drôle maintenant, les magasins américains bientôt vides. De grosses perturbations sont à prévoir en Amérique avec les taxes de 145% pour les produits chinois. L'activité est en baisse, que cela soit sur les porte-conteneurs, dans les ports et aussi pour le trafic de camions. UPS d'ailleurs prévoit de licencier 20 000 salariés cette année. Oh là là. Après le calcul des délais sur la longue chaîne logistique, les experts estiment que c'est à partir du 10 mai que les effets vont se voir en magasin. Pauvres Américains. Il n'y avait pas une exception pour la techno? En fait, non. Seuls quelques produits très spécifiques sont exemptés, donc on peut s'attendre à de grosses perturbations et des hausses de prix. Trump va rétro-pédaler, c'est sûr. Peut-être, mais comme ça va prendre beaucoup de temps à revenir. Par exemple, les marges des transporteurs étant faibles, certains affréteurs pourraient avoir fermé boutique et envoyer le porte-conteneur à la casse. Ça va être compliqué. Et pour les Chinois aussi. Ils vont essayer de vendre plus partout ailleurs. Mais on ne remplace pas un marché comme l'Amérique facilement. C'est sûr. Alors, les starter packs, c'est mal. C'est quoi un starter pack? C'est une image générée par IA où tu te fais passer pour un produit emballé sous blister, comme au supermarché. C'est tendance a priori. C'est fun. C'est quoi le problème? C'est une image générée par IA, donc ça consomme des ressources en data center. Ouais, comme n'importe quelle activité, comme une recherche Google. Oui, mais plus. Comme une question posée à ChatGPT? Encore plus. Une étude, qui est ancienne malheureusement, a calculé que cela consomme en énergie l'équivalent d'une recharge de smartphone, soit 22 Wh. Alors c'est grave ça? Ça dépend avec quoi on compare. Si tu prends du spatial par exemple, le tourisme spatial peut faire consommer en 10 minutes autant d'énergie qu'1 milliard d'humains en une vie. Mazette, c'est complètement fou! Bon, plus concrètement, j'ai fait un petit tableau pour comparer à des choses plus quotidiennes. Et j'ai traduit ça en équivalent CO2, en français, en partant donc de 1,32 g pour le starter pack, réchauffer ton lait au micro-ondes 2,34 g, faire griller tes toasts du matin 8,40 g, l'eau chaude sous la douche 627 g, aller au travail 2 kg. Ah oui, mais en électrique, c'est beaucoup moins. Oui, c'est sans la construction du véhicule et sa batterie et tout ça. Donc, aller simple en avion 1000 km, 144 kg, un petit coup de tourisme spatial 12 tonnes et un aller vers la station ISS 1150 tonnes. C'est fou! Mais c'est plus clair. En parlant de spatial justement, Thomas Pesquet a pris la parole sur le sujet des starter packs, parce que comme quelqu'un avait posté le starter pack de Thomas Pesquet pour lui faire plaisir, il a trouvé ça marrant, mais il rappelle qu'il faut regarder le coût environnemental de ces technologies.
Bref, c'est un chic type et il a vraiment de l'humour. Tu crois qu'il a fait du second degré? Au moins du 3e voire 4e degré. C'est un astronaute, je te rappelle. Hein. Mais j'aimerais savoir pourquoi on dit aussi que ça consomme de l'eau. Ça, c'est une bonne question. Alors, certains data centers, en particulier chez Microsoft, utilisent de l'eau qu'ils évaporent pour refroidir leur data center, ce qui est assez idiot. D'ailleurs, ils s'apprêtent à remplacer ce système par du refroidissement en circuit fermé, hein, et donc sans consommation d'eau. Toujours concernant l'IA, peut-on faire de l'art avec de l'IA générative? C'est un petit peu la page culture de l'émission, et pour moi, la réponse est oui. Je vous recommande donc le livre de Bertrand Misonne, qui relate l'histoire d'un employé de banque devenant vedette littéraire un peu malgré lui, et qui pose la question de l'IA dans la littérature. Mais également, je voulais vous montrer quelques créations de l'artiste Fredrik Johnson, un Suédois, qui a un univers bien à lui, mêlant futurisme et début du siècle, dans une esthétique complètement nouvelle. Regardez, recherchez sur Insta ou YouTube, vous serez dépaysé. Oh, c'est magnifique. J'aimerais bien voir un film sur ce thème. Ah oui, je pense la même chose. Et on termine avec un petit tuto sur NotebookLM. Mais c'est quoi ça? C'est disponible sur le web, mais étant donné le succès, Google prévoit d'en faire une application disponible sur les stores en fin de ce mois. Ok, mais ça sert à quoi? Alors NotebookLM, c'est une IA que tu nourris toi-même. C'est-à-dire que tu vas créer un dossier pour un certain projet, dans lequel tu vas ajouter du contenu. Ça peut être des liens vers des sites web, des vidéos YouTube, du texte, des PDF, des MP3, des Google Docs, des Google Slides. Regarde, je te montre comment on fait. Alors tu vois par exemple, ça c'est le site Kimoville. On y trouve énormément d'infos et les caractéristiques complètes du smartphone. Ah oui, c'est très détaillé. Trop peut-être. Donc je fais ça pour toute une liste de smartphones. Et après? Et après, tu peux questionner sur le contenu. Par exemple, je vais lui demander de me donner les différences entre deux modèles de smartphones très proches. Pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il cite les sources que tu as données. Ah oui, c'est bien. Mais tu peux également lui faire produire du contenu, comme une synthèse sur le sujet au global, ou un document de type question-réponse, ou bien même un énoncé de devoir. En fait, c'est l'idéal pour un prof qui veut tester l'apprentissage de ses élèves, ou pour soi-même, pour se tester, ce qui est une méthode de révision. Ah ouais, c'est pas mal. Mais aussi un mind map. Oh! Et beaucoup plus drôle, une émission en audio. En audio? Qu'est-ce que tu veux dire? Un podcast ou quoi? Oui, exactement. Et tu peux lui demander un style particulier, une langue que tu veux, sérieux ou pas. Écoute ce que cela donne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on passe au crible ensemble plusieurs nouveaux smartphones haut de gamme. Oui, les fiches techniques commencent à sortir, notamment via kimoville.com. Exactement. On va regarder les Honor Magic 7 Pro et RSR, le OnePlus 13, l'Oppo Ah ouais, ça fait Find très pro, X8 Pro. Le Xiaomi 15 Ultra et le Vivo X200 Pro aussi. Voilà. En plus, c'est très pertinent. On voit qu'il a également des connaissances générales. Écoute. Et Honor qui propose une ouverture variable sur son capteur principal f1.4 2.0. Intéressant ça aussi. Très. Mais tu sais, au-delà des... Et en version drôle, ça donne quoi? Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un truc assez fascinant, faut avouer. Les fiches techniques Alors, des derniers smartphones. Ah oui. On a sous les yeux les specs des Honor Magic 7 Pro. Merci pour cette analyse, madame je sais tout mais je reste calme. Tu remets un peu les pendules à l'heure. Mais de rien, monsieur surexcité par les mégapixels. C'est toujours un plaisir de tempérer tes ardeurs numériques. Très drôle. Bon, allez, une petite question pour la route, histoire de faire réfléchir nos auditeurs. Pardon, ceux qui nous écoutent. Vas-y. Avec toute cette technologie de pointe qu'on trimballe dans nos poches, est-ce qu'on prend vraiment de meilleures photos aujourd'hui ou est-ce qu'on fait juste des photos ratées avec une résolution beaucoup plus élevée? Oui, c'est de l'humour gardé quand même, Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de cette émission générée par NotebookLM.
À bientôt pour une prochaine émission des News de la Tech. Et surtout, d'ici là, restez cool! À bientôt! Molly, on se retrouve au bar à croquettes, comme d'hab. D'accord. Allez, Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un truc assez fascinant, faut avouer, les fiches techniques des derniers smartphones. Ah oui? On a sous les yeux les specs des Honor Magic 7 Pro, OnePlus 13, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8 Pro, Vivo X200 Pro. Et putain, niveau photo et vidéo, ça part dans tous les sens. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est carrément la course à qui a la plus grosse. Fiche technique, quoi. Notre mission, si on l'accepte, essayer de piger ce charabia marketing. Mhm. Et voir ce qui compte vraiment, en se basant sur les specs et les avis des gens sur Qmobile. Exactement, une véritable avalanche de mégapixels et de zoom. On va tenter de démêler le vrai du gadget sans se laisser aveugler par tous ces chiffres ronflants. Préparez-vous, Ça risque d'être un poil technique, mais on va essayer de rendre ça digeste. et marrant. Et peut-être un peu marrant, oui, si mon collègue ici présent arrête de s'extasier sur chaque nouveau chiffre comme si c'était Noël. Mais c'est fascinant, à vous! Allez, on décortique ça. On commence par quoi? Les capteurs principaux. Allons-y. Alors regarde, le Xiaomi 15 Ultra, capteur principal Sony LYT900, 50 mégapixels, mais surtout 1 pouce. Ça c'est du lourd, non? C'est vrai que c'est grand pour un smartphone. Pendant ce temps, le Honor Magic 7 Pro, lui, a aussi 50 mégapixels sur son Omnivision OV50H, mais avec une ouverture variable f1.4 2.0. C'est mieux ça, ou c'est juste un autre truc marketing? Alors, la taille du capteur 1 pouce, c'est physiquement plus grand, donc oui, ça capte plus de lumière. Théoriquement, c'est excellent pour la faible luminosité, moins de bruit, plus de détails. D'accord. L'ouverture variable du Honor f1.4 à f2.0, c'est pas bête non plus. f1.4, c'est très grand, donc super quand ça manque de lumière. Et pouvoir fermer un peu à f2.0 en plein jour, ça peut donner plus de netteté sur tout le plan, ou aider à contrôler le flou d'arrière-plan, le fameux bokeh. Ok, donc les deux ont leurs avantages, quoi. Voilà. Mais bon, 50 mégapixels, c'est déjà énorme. Faut pas oublier que le traitement logiciel derrière joue un rôle immense. D'ailleurs, les avis utilisateurs sur Qmobile, Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent? ça confirme un peu. Les notes de jour sont excellentes pour quasiment tous ces modèles, genre 9.7 à 9.9 sur 10. Pas mal. Mais la nuit, ça baisse un peu. On tombe autour du 8.8, 9.5. Donc, même avec un capteur d'1 pouce, la magie opère pas toujours totalement dans le noir. La physique reste la physique, même pour Xiaomi. Bon. Et les téléobjectifs? Accroche-toi bien, hein. J'écoute. Honor Magic 7 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Pro. Ils nous sortent des téléobjectifs de 200 mégapixels. 200! Mhm. Et des zooms numériques qui vont jusqu'à 100x ou 120x. Mais crois-lui fait ça sérieusement. Tu vas mater les fourmis sur Mars avec ton téléphone ou quoi? C'est ridicule. C'est surtout un argument marketing massu, hein. Un chiffre bien rond qui claque sur la boîte. Ce qui compte vraiment, c'est le zoom optique. C'est-à-dire? Le grossissement réel offert par les lentilles. On a du 3x sur le OnePlus 13, 3.7x sur le Vivo X200 Pro et ça monte jusqu'à 4.3x sur le Xiaomi 15 Ultra. Ça, c'est utile. Ok. Et les 200 mégapixels, ça sert à quoi alors, à part faire joli? Souvent, c'est pour faire du pixel binning. On regroupe plusieurs pixels pour en faire un plus gros, plus sensible à la lumière, pour améliorer la qualité à des niveaux de zoom intermédiaires ou en basse lumière. Ça peut aussi servir pour un zoom dit hybride, qui mélange optique et numérique pour essayer de limiter la casse. Mais le zoom purement numérique, 100x ou 120x, la qualité est discutable. C'est de la bouillie de pixels, quoi. Voilà. Utile pour lire une plaque d'immatriculation à 500 mètres? Peut-être. Et encore, faut avoir de bons yeux et pas trembler. Ouais, plutôt pour impressionner les potes alors. Et la vidéo, là aussi c'est la foire. Qu'est-ce qu'on a? 8K sur les OnePlus, Xiaomi, Vivo. Et le Xiaomi qui fait même du ralenti à 1920 images par seconde. Franchement, qui regarde des vidéos en 8K sur son téléphone? Faut avoir des yeux bioniques ou une télé 100 pouces dans la poche. C'est vrai que la 4K est déjà excellente et beaucoup plus pratique niveau stockage et partage. La 8K, ça reste une niche pour l'instant. Hein. Ouais. Ce qui est crucial en vidéo, par contre, c'est la stabilisation. L'OIS, la stabilisation optique, c'est le minimum syndical aujourd'hui et certains vont plus loin, comme Oppo avec sa stabilisation type gimbal. Ça change vraiment la donne pour avoir des vidéos fluides. D'accord, ça j'achète. Moins l'effet tremblement de terre quand tu filmes en marchant. Exactement.
La 8K et les ralentis extrêmes, ça montre surtout la puissance de calcul des puces. D'ailleurs, on voit de plus en plus de puces dédiées à l'image, comme la V3 Plus chez Vivo. Ah oui? Oui, ça aide le processeur principal pour des traitements lourds, genre la réduction de bruit en temps réel sur les vidéos. Ça, c'est du progrès concret. Ok, je note. Stabilisation est plus dédiée, plus important que la 8K pour l'instant. Allez, dernier point photo, les selfies. Ah, les selfies! 50 mégapixels pour la caméra avant sur le Honor. 32 mégapixels sur les autres. Sérieux, c'est pour qu'on puisse compter nos points noirs en gros plan ou quoi? Merci, mais non merci. C'est sûr que 50 mégapixels pour un selfie, ça paraît excessif. Un peu, ouais. Les avis sur Keymoville sont bons, hein, entre 9.1 et 9.5. Mais l'important pour un bon selfie, c'est pas tant les mégapixels. C'est plutôt une bonne ouverture pour capter assez de lumière et surtout un bon traitement logiciel. C'est-à-dire? Un logiciel qui te donne un rendu flatteur, qui lisse un peu la peau sans te transformer en statue de cire, qui gère bien le contre-jour. Pas besoin de 50 mégapixels pour ça. 12 mégapixels bien maîtrisés suffisent largement. Ok, donc là aussi, il faut pas se laisser hypnotiser par les chiffres. Bon, en résumé de tout ça, C'est la foire aux specs photo et vidéo. clairement, des chiffres qui donnent le tournis, des zooms de paparazzi, de la 8K à gogo, c'est super impressionnant sur le papier, mais il faut vraiment pas se laisser berner par tout ce barnum. Exactement. Au-delà des mégapixels affichés et du facteur de zoom maximal, il faut vraiment regarder la qualité intrinsèque des capteurs, la taille, la marque comme Sony ou OmniVision, les ouvertures, l'efficacité de la stabilisation optique Et les avis des vrais gens? et surtout, oui, les résultats réels et les avis des utilisateurs. Un utilisateur sur Keymoville dit du Oppo Find X8 Pro que c'est l'un des meilleurs du marché en termes de photographie et de zoom. Ah, voilà une info utile. Un autre trouve la qualité photo du OnePlus 13 très belle. Ces retours de terrain, ça vaut souvent bien plus que n'importe quelle fiche technique, aussi longue soit-elle. Merci pour cette analyse, madame je sais tout mais je reste calme. Tu remets un peu les pendules à l'heure. Mais de rien, monsieur surexcité par les mégapixels. C'est toujours un plaisir de tempérer tes ardeurs numériques. Très drôle. Bon, allez, une petite question pour la route, histoire de faire réfléchir nos auditeurs. Pardon, ceux qui nous écoutent. Vas-y. Avec toute cette technologie de pointe qu'on trimballe dans nos poches, est-ce qu'on prend vraiment de meilleures photos aujourd'hui? Ou est-ce qu'on fait juste des photos ratées avec une résolution beaucoup plus élevée? Bonne question. À méditer. Allez, à la prochaine! À bientôt.